Et vous, comment contribuez-vous à la promotion de la biodiversité? Je me déplace pas mal à vélo. Dans notre jardin, nous avons une haie d'arbustes indigènes. J'ai un tas de cailloux pour les petites bêtes. J'ai un mur de pierre sèche. Nous avons un étang et des fruitiers. Oui. Salut! Je m'appelle Anne-Claude Jacquat, je suis biologiste et je travaille comme vulgarisatrice biodiversité chez ProConseil. Et je suis là pour visualiser le résultat du micro-trottoir qui a eu lieu au marché de Fribourg sur le thème de la biodiversité en agriculture. C'est parti! Que mettent en place les agriculteurs en faveur de la biodiversité? Je ne sais pas, mais je peux m'imaginer qu'ils font en sorte d'avoir le plus de plantes différentes à certains endroits, utiliser certains produits qui sont peut-être meilleurs pour l'environnement. Ou, voilà, je peux juste m'imaginer ce qu'ils font parce que je ne m'y connais absolument pas. Au bord des champs, il y a des endroits où les plantes peuvent pousser naturellement. Qu'il y a une rotation des différentes plantes qui sont plantées pour qu'il n'y ait pas seulement une genre de plantes qui pousse sur un champ. Voilà, c'est un peu ça. Aussi qu'ils plantent plusieurs espèces ensemble qui se complémentent. Justement, il peut avoir les jachères florales où on va, contre des paiements directs ou comme ça, laisser son champ pendant 2 ans, vivre champ à son champ, où ça va permettre de développer justement beaucoup d'insectes ou comme ça qui vont se développer. Il y a aussi d'utiliser moins de pesticides, c'est aussi un gros changement. Et d'après, peut-être dans une moindre mesure, préserver des haies. C'est vraiment cet habitat qui se retrouve entre des champs et des forêts, on a vraiment des animaux qui vivent principalement que là-dedans. Oui, alors on a une petite partie de la réponse parce qu'il y a énormément de différents types de SPB, de surfaces de promotion de la biodiversité que les agriculteurs mettent en place. Et il y a aussi tous les autres programmes qui visent, notamment, comme ça a été dit, de diminuer les intrants, diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires au niveau des pratiques agricoles qui ont beaucoup évolué. Donc tout ça, c'est complémentaire. En fait, l'un ne remplace pas l'autre, mais c'est complémentaire parce que la mise en place de SPB, il y a des prairies extensives, ça veut dire que c'est des prairies sur lesquelles on n'ajoute pas d'engrais, pas de fumure, et on ne met pas de produits phytosanitaires non plus. On a parlé des jachères, il y a aussi des bandes fleuries pour organismes utiles, pour encourager les insectes auxiliaires qui vont pouvoir aussi avoir peut-être un effet sur les ravageurs des cultures. Il y a les haies, il y a des arbres fruitiers, il y a aussi des zones humides, des prairies à litière, etc. Et toutes ces surfaces de la promotion de la biodiversité, elles ont un sens pour favoriser les espèces typiques du milieu agricole. Et puis ces surfaces de promotion de la biodiversité, leur efficacité, en fait, elle est augmentée aussi par les pratiques agricoles qui évoluent et pour lesquelles on a par exemple un semis direct ou ce genre de pratique qui va faire qu'on va aussi préserver à l'intérieur des cultures la biodiversité du sol, les insectes qui vivent au sol dans les cultures, etc. Et puis ça contribue dans l'ensemble à améliorer la situation de manière générale. Alors voyons la suite. Est-ce que l'élevage peut contribuer à la biodiversité ? Alors élevage, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par élevage. Et si on veut vraiment faire grossir nos veaux pour en tirer que du profit, ou si c'est pour faire un élevage qui reste, qu'est-ce que ça veut dire un élevage qui reste décent, si on mise la quantité ou la qualité. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, est-ce qu'on est d'accord de manger un peu moins de viande et quand on la mange, la payer un peu plus cher? Oui, alors c'est clair que quand on parle d'élevage, il y a élevage et élevage. On s'imagine les gros élevages industriels à l'étranger et puis par rapport à chez nous, c'est quand même des situations très différentes. Ce que je peux dire, c'est qu'en Suisse, en tout cas, l'élevage, il a une fonction aussi pour la biodiversité, notamment si je prends la montagne, toute la zone herbagère de la montagne où on ne peut pas faire vraiment autre chose avec ces surfaces
que les faire brouter par des animaux. On ne peut pas produire des céréales dans des terrains en pente ou accidentés ou en haute altitude. Et puis ça, c'est une façon de valoriser ces surfaces, et le fait d'avoir du bétail sur ces surfaces maintient le paysage ouvert. Ces prairies de montagne, elles ne sont pas vraiment naturelles. Quand on regarde des belles prairies fleuries de montagne, c'est la nature, mais un petit peu grâce finalement à l'agriculture. Parce que si on descend les troupeaux et que plus personne monte à la montagne, dans quelques années, ces surfaces, elles vont être envahies par les sapins. C'est la forêt qui gagne le dessus. Il y a très très peu de prairies qui restent à l'état de prairies, totalement de manière naturelle et sans intervention. C'est le cas seulement au-dessus de la limite de la forêt, en haute altitude, ou alors sur des zones où il y a la roche qui affleure, où il y a seulement quelques centimètres de sol, où les arbres ne peuvent pas pousser, ou alors dans les zones perturbées, dans les zones au bord des cours d'eau qui sont régulièrement perturbées par les crues. Mais autrement, la nature, si on la laisse faire, c'est la forêt partout. Donc l'agriculture a défriché, a ouvert des zones, et maintenant, depuis 7000 ans en Europe, l'agriculture a ouvert des zones, et le maintien de ces zones ouvertes demande l'utilisation, en tout cas en montagne, du bétail, que ce soit des chèvres, des moutons ou des vaches. Et puis, par l'intermédiaire de ce bétail, on a de la nourriture sous forme de viande et de lait, de produits laitiers. En plaine, l'élevage, il peut être utile aussi pour la biodiversité, parce que si on s'imagine les rotations des cultures, si on fait tout le temps du blé, on a une monoculture, le sol va s'épuiser, et à un moment donné, on va devoir amener sous une forme ou une autre un engrais pour réenrichir ce sol. Et si on n'a pas de bétail pour apporter du fumier, de l'engrais naturel, on devra mettre de l'engrais chimique, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et puis la monoculture, au bout d'un moment, ça apporte des maladies, etc. Donc il y a un intérêt d'avoir un système de polyculture élevage, donc d'avoir une rotation la plus grande possible avec une grande diversité de cultures, plus si on a du bétail, ça fait que pour donner à manger au bétail, on est obligé de mettre de l'herbe, et on va installer dans notre rotation à un moment donné des prairies, et puis ces prairies, elles vont pouvoir participer à la vie du sol, à maintenir un écosystème dans le sol, et puis à redonner aussi indirectement du fumier pour pouvoir enrichir ce sol de manière naturelle. Quel est l'impact du changement climatique sur la biodiversité en Suisse ? Assez catastrophique, je pense. Alors l'impact concret, je ne sais pas, mais je pense que c'est assez mauvais. Je pense qu'on perd beaucoup de biodiversité. On sait qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont disparu, plein d'animaux qui ont disparu, et puis tout ça, ça a un impact après sur l'agriculture aussi, j'imagine, avec la butinerie ou ce genre de choses. Donc on perd beaucoup de richesses, je pense, à cause du changement climatique. Ouais. Il y en a plusieurs, il y en a tout plein, que ce soit la fonte de l'eau, des glaciers, etc. La disparition de certaines espèces animales, mais aussi les plantes. J'ai aussi appris que même si certains animaux arrivent à s'adapter un peu mieux au climat avec les changements de température, les plantes par contre ont besoin de plusieurs générations, ce qui fait qu'on peut voir l'extinction de certaines espèces, que ce soit du coup au niveau de la végétation ou des animaux. Puis oui, il y a tout cet aspect aussi, même pour nous, qu'on voit. En été, il fait beaucoup plus chaud. On a un peu de la peine à faire en sorte de se rafraîchir. Il faudrait aller dans l'eau, etc. Puis ça va aller de pire en pire. C'est dur à dire parce que pour l'instant, on voit surtout des pertes d'espèces qui se retrouvent leur habitat est plus bien pour ces espèces. Elles doivent migrer comme ça, quitte à disparaître. J'imagine quelques temps, on devrait aussi voir des nouvelles espèces qui s'acclimatent au nouveau climat, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en a encore. On a des moustiques tigres en Suisse, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a déjà de nouvelles espèces qui apparaissent chez nous. Entre autres, au niveau des insectes, il y en a déjà des nouveaux. Il y a des plantes qui résistent plus longtemps. Il y a des oiseaux qui partent plus en migration. Rien que sur Fribourg, il y a les hirondelles de rocher qui restent, qui partent plus. Il y a les milans noirs qui vont moins loin. Enfin, à ce niveau-là, c'est sensible quand même. Ouais, plein de bonnes pistes dans ces réflexions. Effectivement, les animaux, les plantes, ils ont deux choix pour s'adapter au changement.
soit ils s'adaptent, soit ils se déplacent, hein, ça a été dit. L'adaptation, elle prend énormément de temps, il faut beaucoup de générations pour avoir une adaptation. Malheureusement, le changement climatique, il arrive plus vite que ce que peuvent faire les animaux et la génétique pour faire cette adaptation. Donc on arrive à un problème. Il y a effectivement en Suisse, le groupe d'espèces qui souffrent le plus du changement climatique, c'est les espèces qui sont liées aux zones humides. Déjà que les zones humides en Suisse, elles ont perdu 80% de leur surface, hein, les marais ont perdu 80% de leur surface depuis 1900. Et puis le 20% qui reste est vraiment très très sous pression. C'est des zones qui sont petites, fragiles, et puis avec des périodes de sécheresse longues. Toutes les espèces qui sont liées, qui ont besoin d'avoir de l'eau entre mars et août pour finir leur cycle de reproduction, les batraciens notamment, ces espèces-là, elles sont vraiment en danger. C'est le groupe le plus fragile dans notre pays par rapport à ça. Puis comme ça a été dit, il y a des nouvelles espèces qui arrivent et il faudra faire avec parce que elles pourraient potentiellement poser problème, devenir éventuellement invasives, problématiques. Et ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas encore totalement. Mais par rapport à l'urgence, c'est vraiment chez nous, dans les zones humides, on a de plus en plus, avec le changement climatique, des épisodes de fortes pluies et puis des épisodes de grande sécheresse. Et puis ça porte pas mal préjudice à la survie de tous ces plantes et animaux qui dépendent des marais. En Suisse, on a 0,5% du territoire composé de zones humides, de marais, mais ces 0,5%, ils contiennent 25% des plantes menacées de Suisse. Donc c'est une petite surface qui est importante pour la biodiversité, qui est menacée. Voilà, donc en écoutant toutes ces réactions prises sur le vif comme ça, moi je trouve que c'est intéressant de voir que la plupart des gens, ils ont déjà cette conscience qu'on a un souci, notamment avec les insectes. On a entendu beaucoup parler des insectes. Donc c'est une préoccupation, c'est une réalité que les gens ont déjà en tête. Et puis même sans savoir trop forcément qu'est-ce qui se fait déjà, notamment sur le milieu agricole pour essayer d'inverser la tendance, on a dit allez vous renseigner, regardez un petit peu ce qui se passe. Mais il y a déjà cette conscience de la problématique. Et puis chacun peut faire un effort et tous tirer à la même corde. Voilà.